Philippe Trottier, il y a un peu plus d'un an se produisait l'impensable. L'Argentine, pays en crise perpétuelle, portait au pouvoir Javier Milei, un électron libre muni d'une tronçonneuse et qui promettait de rétablir une situation économique calamiteuse depuis des décennies. Les indicateurs semblent indiquer que le pays va dans la bonne direction, mais avec un prix social désastreux. Par ailleurs, est-ce que le Québec pourrait voir surgir un personnage semblable alors qu'il peine à se dégager d'un appareil étatique de plus en plus obèse et coûteux? J'en parle avec Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes dont le Magazine des Affaires et chroniqueur tous les deux mardis à cette émission. Philippe Labrec, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous avez de la chance, vous avez même plus de 20 minutes aujourd'hui parce que votre prédécesseur était un peu pressé, donc vous avez amplement le temps de développer votre pensée. Et cette fois-ci, vous êtes penché donc sur le cas argentin. Le cas, je dis c'est un cas, c'est pas un cas médical, mais c'est un cas économique qui avait quand même démarré sur des chapeaux de roue au début du XXe siècle et qui s'est enlisé dans des crises sans fin. Et vous posez la question également si au Québec, on pourrait... le Canada semble suivre. Vous avez déjà fait une chronique il y a quelque temps sur le Canada qui s'argentinisait tranquillement, sans trop s'en rendre compte. Et donc, l'idée, c'est de savoir si au Québec, on pourrait avoir un Javier Milei, et peut-être même au Canada. Alors, écoutez, commençons par le début de votre analyse, Philippe Labrec. Oui, bien sûr. Vous l'avez mentionné. En étudiant le cas, comme l'avait dit, de l'Argentine depuis l'élection à la victoire de Javier Milei, surtout en regardant les réformes qui ont été mises en place, qui se résument, je résume ici, là, mais vraiment, par une série de coupures qu'on pourrait dire inspirées par une idée libertarienne de l'État. Milei est bien connu pour avoir dit il n'y a pas de limite au mépris que j'ai pour l'État. Je crois que je cite mot pour mot, là, j'y vais de mémoire, mais je crois que c'est vraiment mot pour mot. Ça vous donne, disons, une idée de l'ampleur justement du mépris de Milei pour l'État et où il se trouve économiquement là, sur l'axe gauche-droite, si on peut dire. Là. Donc, c'est un libertarien, disons l'axe entre libertarien, ultra-libertarien et communiste convaincu, clairement, il se trouve du côté libertarien. Pardonnez-moi, mais pour moi, libertarien, c'est pour des questions d'ordre moral. L'individu fait ce qu'il veut tant qu'il ne tue pas son voisin. Mais là, vous parlez d'État libertarien. C'est une copie de ce que je disais ou est-ce que c'est une autre forme de libertarianisme? Oui, on peut utiliser le terme libertarianisme, oui, pardon. Donc, qui se résume principalement, un peu comme Milei l'a dit, là, en une doctrine économique là, qui veut réduire le rôle de l'État à son rôle le plus minime. Donc, certains iraient même jusqu'à privatiser l'armée, les forces de défense et les forces de l'ordre, ainsi que la santé, bien sûr. Et à peu près tout, là, donc de l'éducation jusqu'à l'infrastructure, jusqu'aux forces de l'ordre, comme j'ai dit. Donc ça, c'est peut-être la version libertarienne la plus extrême. Certains s'arrêteraient par contre ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Donc, encore une fois, la défense, les frontières, les forces de l'ordre, les forces d'urgence, pompiers, policiers, ambulanciers. Est-ce qu'il y aura un modèle, Margaret Thatcher, Ronald Reagan seraient des modèles pour Javier Milei en Argentine? Je crois que Thatcher l'était, Reagan peut-être en partie. Ceci dit, là, pas pour se lancer dans une tangente, mais les budgets américains avaient quand même explosé sous Reagan. Il y avait des coupures d'impôts importantes, là, mais le déficit avait augmenté rapidement. Mais bon, oui, grosso modo, le Thatcher et Reagan sont quand même les deux personnes importantes là, qui ont marqué la deuxième moitié du 20e siècle en ce qui a trait à ce genre de réforme libérale, qu'on peut aussi dire. Là, c'est différents termes qui désignent la même chose. Mais Milei s'inscrit exactement dans la même ligne et peut-être va beaucoup plus loin que ces gens-là aussi, là, que Thatcher et Reagan à l'époque, là, qui étaient aussi très suspects, disons, très critiques du rôle de l'État dans l'économie et la société. Donc, je disais au début que l'Argentine était un pays, mais c'était la grande promesse, avec le Canada également, au début du XXe siècle, une immigration italienne notamment, mais européenne en grande partie, qui venait regarnir les rangs de la population. Je veux dire, tout le monde pariait sur l'Argentine au début du XXe siècle, et ça a foiré. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Oui, de 1880 à peu près au seuil de la Deuxième Guerre mondiale, 1930, 35, milieu des années 30, on a eu 50 ans de croissance économique rapide en Argentine. Il faut dire que l'Argentine est un pays qui est très riche au point de vue agriculturel, dans le sens où tout pousse partout, là, si je peux dire. Et très riche en ressources naturelles aussi. Et ça tombait que ce virage
du 19e au 20e siècle en est un qui était marqué par l'industrialisation de différents pays, notamment le Canada, les États-Unis, l'Europe. Et donc, le prix des matières premières a augmenté en flèche, ce qui a rendu l'Argentine presque riche du jour au lendemain. Mais il faut dire que non seulement ils ont bénéficié de la conjoncture, de la hausse des prix des différentes ressources naturelles, mais il y avait on peut dire qu'il y avait une gestion efficace et, comme vous l'avez mentionné, l'Argentine a bénéficié d'une immigration européenne qualifiée, bien éduquée, qui peut apporter une expérience et une expertise qui a contribué à son essor économique rapide. Ceci dit, oui, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, les choses ont tourné pour le pire et on peut dire que ça a été un déclin jusqu'à aujourd'hui. Soyons francs, là, Milei est au pouvoir depuis 1 an, il a inversé certaines tendances, mais des tendances à court terme, reste à voir si ça va être... il va réussir à inverser la chose à long terme. Mais, comme je dis dans mon texte là, qui va être publié dans les affaires ce week-end, parce qu'il n'est pas encore en ligne, là, disons-le. Oui, d'accord. C'est une primeur qu'on a. C'est une primeur. Ça fait 1 an, oui, et comment dire, reste à voir là, si vraiment les choses vont mieux aller après. Mais il y a des indicateurs qui nous disent que oui, pour l'instant. Là, donc, ça augure bien. En attendant, quand Javier Milei devient président en décembre 2023, donc le pays croule sous la dette, évidemment. La fonction publique est pléthorique, obèse et, je ne sais pas, j'imagine inefficace, comme beaucoup de fonctions publiques obèses. Le pays est entravé par des réglementations sans fin. L'inflation, j'imagine qu'elle est gigantesque, non, quand il arrive? À peu près à 300% annuellement. Maman. Je pense, de mémoire ici, là, je le sais dans mon article, mais la date précise m'échappe. Là, mais l'inflation en Argentine, je crois, au tournant de fin des années 90, début 2000, a tourné autour du 1000%. Là, on était aujourd'hui, en 2023, on était à peu près à 300% annuellement. C'est raisonnable. C'est raisonnable, oui, tout à fait. Ben, vous multipliez tous les prix par 10 chaque année, là, tout simplement. Oui, c'est voilà, ça. c'est fait. Exactement. Mais dernièrement, le fait d'armes, si on peut dire, de Milei, c'est que le taux d'inflation mensuel, je dis bien mensuel ici, d'octobre 2024 était entre 2 et 3%, alors celui d'octobre 2023 était déjà, donc 1 an plus tôt, était autour de 25%. Et donc, c'est une grande victoire contre l'inflation là, qui, disons, récemment, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire argentine. Là. Mais j'imagine que tout cela se traduit par... C'est bien beau sur le papier, mais... Le chômage, par exemple, il était à combien? Il est réduit à combien? Est-ce qu'on a déjà des données maintenant ou pas? Je crois que le chômage a dépassé les 15%. Il était quelques points de pourcentage plus bas avant. Il faut dire que Milei a renvoyé 30 000 fonctionnaires. Donc, c'est sûr que le taux de chômage a augmenté quand en gros, on coupe 30 000 postes dans la fonction publique. Et donc, c'est vrai qu'au point de vue socio-économique ou social, comme certains diraient, il y a un prix à payer. En gros, c'est une récession. C'est une récession assez sévère. Ceci dit, il y a certains indicateurs qui nous indiquent justement que la récession argentine est peut-être à sa fin. Reste à voir encore en 2025, mais on verrait le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. N'empêche que oui, il y a une récession qui s'est produite dans on peut dire oui, en conséquence aux mesures de Milei. Mais Milei avait averti ses électeurs pendant la campagne en 2023. Il dit, écoutez, je peux vous promettre de vous donner de l'argent, je peux vous promettre qu'on va faire tel ou tel programme, blablabla. Mais au final, ça ne va pas régler les problèmes structurels qu'on a. Et donc, ce que je vous promets, c'est que oui, ça va faire mal. Ça va faire mal à court terme. Et l'objectif, c'est qu'à long terme, les choses s'améliorent économiquement parlant et que le pays revienne sur le droit chemin, si on peut dire, économiquement parlant. Mais en premier, il faut donner un coup, comme on dit. Entre-temps, pardonnez-moi. Entre-temps, Philippe Labrec, l'Argentine... j'ai dit en introduction que le prix social est absolument démesuré. Je veux dire, déjà, il y avait beaucoup d'Argentins qui étaient pauvres, mais on est rendu à quel... Est-ce qu'on a cette donnée de combien d'Argentins vivent sous le seuil de pauvreté maintenant? Notamment depuis que Javier Milei a pris le pouvoir, il y a 1 an et quelques. Oui, exactement. On serait passé d'à peu près 40% d'Argentins vivant sous le seuil de pauvreté à 50% sous Milei en 1 an. D'accord. Encore une fois, Milei l'avait averti, nous avait averti ou avait averti les Argentins, ça allait faire mal, comme j'ai dit. Bien sûr qu'un taux de pauvreté à 50%, si celui-ci perdure, en me projetant dans le futur, je dirais que ça sera un échec, si ceci perdure. Bien sûr, l'objectif ici, c'est qu'on stabilise la devise.
qu'on rende le pays plus attractif, non seulement aux investissements étrangers ou aux investisseurs étrangers, mais qu'en stabilisant les prix aussi, on redynamise l'entrepreneuriat et la prise de risque au sein du pays. Et donc créer des emplois et donc réduire le taux de pauvreté et peut-être même augmenter le salaire moyen. Milei avait dit aussi pendant la campagne, si je me rappelle bien, si vous me donnez 20 ans, je vais transformer l'Argentine en Italie, qui est quoi, la 8e puissance ou à peu près là, économique mondiale. Et si vous me donnez 35 ans, je vais transformer l'Argentine en les États-Unis, économiquement parlant. Donc une grande puissance économique. C'est un peu l'objectif. Oui. 35 ans, je ne sais pas s'il va pouvoir durer 35 ans dans son frère, mais ça vous donne un Milei bis, qui sait? Il va créer des émules, oui. Je crois en Argentine, premièrement. Là, je ne suis pas un expert pour être franc du système politique argentin spécifiquement, mais le mouvement, si on peut appeler ça un mouvement, là, qui, pour certains, on compare à Trump, je crois que ce n'est pas exactement vrai, mais je peux comprendre en termes de disons, discours populiste, là, il y a clairement des parallèles. Il va créer, je crois, le mouvement va perdurer après Milei, mais là, on est encore seulement après 1 an de Milei. Là. On va lui donner 4 ou 5 ans premier. Donc, au péronisme va succéder le Juan Domingo Perón. Le milléisme. Alors, Philippe Lebrun, donc, vous nous parlez donc, de ce bilan après 1 an de pouvoir de Javier Milei et la présidence de l'Argentine. Justement, vous avez évoqué Trump. Je pense que maintenant, aux États-Unis, dans certains milieux de droite ou d'extrême droite, on regarde, je ne dis pas extrême droite dans le sens revanchard aussi ou ça, mais de diminuer la taille de l'État au maximum, etc. Il y a pas mal de monde qui semble porter Javier Milei dans leur cœur, non? Notamment Elon Musk. Et la création de ce qu'on appelle le DOGE, le département d'optimisation gouvernementale, je me rappelle bien, qui en gros un euphémisme pour dire on va couper partout dans le gouvernement. C'est un peu ça. Et qui s'inspire directement de Milei et le dit publiquement. Là. Donc, les réussites de Milei et on dirait même le courage politique de Milei, en gros, de dire à l'électorat et aux Argentins les réformes que je vais mettre en place vont faire très mal à court terme, et ensuite le faire, inspire un certain cercle, une certaine influence là, aux États-Unis, notamment avec Elon Musk. Il y a aussi l'ex-candidat qui s'est présenté aux primaires républicaines, le Vivek Ramaswamy, je crois, je ne me trompe pas de son nom. Qui semble très enthousiaste à l'idée d'appliquer des réformes similaires à celles de Milei et qui s'en inspire. Donc, il y a clairement une influence. Là, et qui aurait cru que l'Argentine influencerait les hauts cercles de décision? Imaginez. Alors, vous avez dit, Philippe, aux États-Unis, vous avez dit que donc, Javier Milei a déjà supprimé 30 000 postes de fonctionnaires en 1 an dans la fonction publique. J'imagine que les salaires, les pressions, tout ça, ça a pris le bord ou ça a été sacrément raboté. Il y a quand même pas mal d'autres choses qu'il a faites en 1 an. Au niveau du secteur du logement locatif, en particulier à Buenos Aires, plus particulièrement, on a à peu près déréglementé tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de plafond en ce qui a trait au loyer, En ce qui a trait à la construction, il y a beaucoup moins de réglementation. Est-ce que tout enlevé, j'en doute, mais au point de vue zonage aussi. Ce qui, au final, semble avoir donné, je crois, encore une fois de mémoire là, dans mon texte, je ne l'ai pas devant moi, mais une hausse de 300% du nombre de logements disponibles et une baisse des loyers de 40% à peu près. Après quand on déréglemente, les loyers baissent. En général, ils augmentent. Ils peuvent augmenter. Pour certains, ils augmentent en effet. Mais dans son ensemble, en général, ils peuvent baisser. Pourquoi? D'accord. C'est qu'en déréglementant le secteur du logement locatif, il y a plusieurs appartements qui ne sont pas sur le marché, qui se retrouvent sur le marché. Parce que les propriétaires disent « soudainement, je peux, en gros... demander le loyer que je veux et la baisse de réglementation fait aussi qu'on veut prendre des risques, un peu plus de risques en tant qu'investisseur ou en termes de propriétaire, si on peut dire, immobilier. Là. Autre mesure de Javier Milei, en général, l'État s'occupe des infrastructures publiques. J'ai l'impression que là, il a dû sabrer aussi, non? Il a sabré dans tout. En fait, je crois qu'il a soit arrêté, soit annulé, soit... mis en pause tous les les projets d'infrastructures publiques. Si je peux ajouter ma propre analyse à la chose, ça ne pourra pas durer éternellement, ceci dit. L'infrastructure est un atout majeur pour un pays. Donc, un pays qui a une infrastructure déficiente, économiquement, sera aussi déficient.
Là où je crois, par contre, que Milei frappe fort, c'est que je crois qu'il y a plusieurs de ces projets d'infrastructure qui étaient loin d'être aussi nécessaires. On peut penser au tramway à Québec, si vous me donnez l'occasion de le dire à haute voix. Et donc, il s'est dit, écoutez, c'est loin d'être nécessaire, ça ajoute peu ou rien à l'économie ou à l'attractivité, si on peut dire, de l'Argentine. Et donc, on annule la chose et on se rend compte aussi que ces projets-là profitaient financièrement, politiquement, à une certaine élite corporatiste issue du péronisme, là, comme vous l'avez mentionné. C'est l'interprétation que j'en fais, d'ailleurs. Bon, après, il y en a d'autres qui vont avoir des interprétations différentes, mais c'est celle que je fais. Mais à long terme, par contre, on doit investir dans l'infrastructure et souvent, très majoritairement, c'est l'État qui doit le faire en bonne partie. Là, ça ne viendra pas que du secteur privé. Donc, si on se projette dans le futur, je crois que dans les 5 ou 10 prochaines années, Milei devra réinvestir, mais de façon intelligente en infrastructure. Il y a un autre truc, il y a une autre donnée qui frappe l'imagination des Occidentaux, du moins des gens du Nord, c'est-à-dire que, en général, il y a beaucoup de ministères dans un pays européen ou nord-américain, il y en a même une trentaine. Javier Milei, en Argentine, hérite de 18 ministères et il a réduit de 50%. Il est arrivé, quoi, si je ne me trompe pas, ou même plus, non? Il en reste 8. Combien? Il en reste 8, je crois. Il n'y a que 8 ministères pour diriger un pays de plus de 40 millions d'habitants. Exactement. Ouais. Donc. C'est ce qu'on appelle l'assainissement de l'État ou la rationalisation de l'État. Oui, mais on est un peu loin, là, quand même. Mais en même temps, on n'est pas, tout à fait. Mais quand on élimine 30 000 postes de fonctionnaires publics, on n'a pas vraiment le choix d'éliminer les ministères qui vont avec. Donc, d'accord. La première des choses, c'est un peu ça. Comment dire? Il y a peut-être une inflation de l'État ou de la taille de l'État qui vient avec la création de ministères qui sont parfois un peu farfelus. Là. Même si le titre peut sembler de certains ministères, là, comment dire, nécessaire, c'est très... En tout cas, la critique qu'on préfère de la multiplication des ministères, c'est qu'en gros, la fonction publique a sa propre logique de croissance perpétuelle, peu importe les cycles électoraux ou peu importe les gouvernements élus. Et donc, la fonction publique a cette façon de faire se multiplier elle-même. Là. J'allais dire comme un cancer, là, mais c'est pas exactement le mot. Mais, c'est métastasie. Elle prolifère, comme on dit. Prolifère, exactement. Donc, Milei a bien compris, à mon avis, là, encore une fois, c'est mon interprétation, mais si on laisse 18 ministères, ces 18 ministères-là vont continuer à croître. Donc, on n'a pas le choix de les éliminer, si on peut, on n'a pas le choix, si on peut dire. Philippe Labrec, on pourrait faire le détail de toutes les réformes de Javier Milei et bon, des résultats, etc. Mais je serais intéressé, j'imagine qu'il y a des sondages qui ont été organisés pour tâter le pouls de la population. Est-ce que les Argentins sont écœurés de ce type-là, qui après un an a passé à la tronçonneuse littéralement beaucoup de choses qui semblaient acquises pour l'éternité en Argentine? Est-ce que les Argentins ont envie de chasser du pouvoir ou quoi? Son taux d'approbation flotte encore autour des 50%. Il a même remonté dernièrement, ce qui est assez incroyable. On parle d'une période d'austérité absolument sévère imposée par l'État, donc, et principalement par lui. Il faut dire que tout passe par lui en ce moment. Et donc, imagine la même chose au Québec. Le gouvernement de François Legault commencerait à sabrer dans exactement tout, en particulier les différents ordres professionnels de la fonction publique. Je veux dire, ça serait presque la guerre civile, là, j'exagère, mais je veux dire, les gens seraient dans les rues, Legault ferait face à des motions au Parlement à chaque jour ou presque. Et pourtant, Milei, non seulement il survit, mais de plus en plus populaire. Ça ne fait qu'un an, par contre. Là. Donc, j'ai envie de dire, célébrons la chose pour l'instant, pour ceux qui veulent célébrer, du moins. Mais attendons 2, 3 ou 4 ans. Mais, encore une fois, les choses augurent bien pour l'instant. Et les Argentins démontrent une espèce de courage citoyen, si je peux dire, dans le sens où on ne les a pas infantilisés. Ils n'ont pas demandé à être infantilisés. Ils auraient très bien pu se révolter, ça va peut-être venir aussi, là, sur mon front, et dire « Ah, les coupures sont trop sévères mais peut-être parce qu'ils ont souffert pendant une période de temps là, qui date de plusieurs décennies. Ils ont accepté. Ils ont accepté de payer le prix à court terme en espérant que ça aille mieux après. Et donc, ça expliquerait le taux de 50% d'approbation de Milei.
Vous avez dit infantiliser, c'est quand même un terme assez fort. Si je vous comprends bien, Philippe Labrec, quand l'État est trop fort, il infantilise le citoyen qui, lui, se laisse dorloter et porter par un État qui gonfle et qui est déficitaire. Et il faut vraiment sabrer là-dedans pour redonner son statut d'adulte au citoyen. C'est ce que je comprends que vous dites? C'est bien résumé, oui, je dirais que c'est à peu près ça. Je le mentionne dans mon texte au Québec en particulier, mais c'est vrai dans plusieurs pays, là, pas qu'au Québec, soyons francs. Oui. Le peuple, si je peux dire, ou les citoyens ont souvent le mauvais réflexe, on le voit souvent en France, si je peux dire, le mauvais réflexe de se retourner vers l'État pour que celui-ci règle tous ses problèmes. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Il paye beaucoup d'impôts à l'État, donc maman État va régler tous les problèmes, le réchauffement climatique, les guerres civiles, enfin tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'État qui va tout régler. Exact. Au lieu de se poser la question comment vont-nous régler le problème nous-mêmes. Parce que quand on demande de l'aide, si je peux dire, à l'État, l'État est très, très content, en fait, de fournir cette aide la plupart du temps, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son influence, son pouvoir croît proportionnellement aux besoins qu'on en a. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a aucun rôle pour l'État, là, loin de moi cette idée. Ceci dit, quand le réflexe collectif est toujours de demander à l'État de régler ses problèmes, mais au final, on est en train de dire à l'État que nous sommes infantilisés, que nous, donc, comme un enfant ne peut régler ses problèmes les plus sérieux, de demander aux adultes, on demande à l'adulte, l'État dans ce cas-ci, régler nos problèmes. Et comme on l'avait dit, ça mène à toujours plus d'État en termes de nombre de fonctionnaires, là, si on peut le quantifier ainsi. Il nous reste 3 minutes, Philippe Labrec. Vous nous parlez donc d'un bilan après 1 an de présidence de Javier Milei à la tête de l'Argentine. Il a sabré partout, avec un coût social gigantesque pour l'instant. Le Québec, alors vous avez fait allusion à François Legault, s'il devait réduire ci et ça, il y aurait des manifestations dans la rue, des motions de censure, tout ça. Est-ce qu'il faut attendre que nous, au Québec, ou même au Canada, creusions davantage la situation pour en sortir? Ou est-ce qu'on peut avoir un Javier Milei au Québec? Ou au Canada, si vous voulez? Je dirais que je n'étais pas un de ses grands supporters, mais Jean Chrétien, à l'époque, au début des années 2000, fin des années 90, je me rappelle bien, avait mené une politique d'austérité qui avait fait mal, soyons francs, encore une fois, socio-économiquement parlant. Mais il avait réussi non seulement à éliminer le déficit, mais absolument. Je pense qu'il avait éliminé la dette en entier, ou presque. Absolument, grâce à Paul Martin aussi. Ça, exactement. C'était années 90, et le FMI lui avait mis le couteau sur la gorge aussi. On avait abaissé la cote de crédit du Canada. Donc, oui, c'est possible, même si, encore une fois, là, j'étais loin d'être un supporter de Jean Chrétien, mais pour d'autres raisons. C'est possible. Au Québec, ceci dit, là où la grande déception se trouve, je crois, c'est que François Legault était potentiellement, et la CAQ, en 2018, quand ils ont été élus, le parti le plus réformateur en presque 20 ans. Absolument. Je dirais même depuis depuis Lucien Bouchard, en fait, depuis la fin des années 90. Qui, lui aussi, avait mené des politiques d'austérité qui n'avaient pas fait l'unanimité, soyons francs. Et donc, Legault et la CAQ ont un peu échoué, ou soit se sont enfargés dans quelque chose qui m'échappe, mais l'État a continué de croître à une vitesse astronomique, le déficit a continué à augmenter, et surtout, c'est que le rôle de l'État, lui, ne s'est pas restreint, ne s'est pas contracté pour laisser la société civile reprendre, je devrais dire, un peu le terrain. C'est surtout ça le grand échec de la CAQ, je crois. Mais alors, justement, en quelques secondes, le temps file, est-ce qu'on peut imaginer au Québec un personnage comme Javier Milei surgir avec sa tronçonneuse, ou ça épouvanterait tout le monde, non? Il n'y a aucun politicien en ce moment qui me vient à l'esprit. Il y en a qui sont plus réformateurs que d'autres, mais il y en a qui sont plus réformateurs à gauche aussi. Là. Donc, au sein de QS, en France, on les laisserait s'ils devaient prendre le pouvoir, je crois qu'on aurait des réformes qui iraient dans l'autre sens. Un réformiste à la Milei, libertarien jusqu'au bout, en ce moment, il n'y en a pas. Je crois que les derniers, c'était peut-être l'ADQ qui s'en approchait, qui bien sûr était absorbé par la CAQ. Et de là, tout le tragique de la chose, c'est que la CAQ devrait être ce parti réformateur vers plus de libéralisme économique, et il ne l'est pas. En gros, donc, est-ce qu'il y en a un au Québec? Pour l'instant, je n'en vois pas. Philippe Labrec, merci beaucoup pour ces propos sur Javier Milei, président d'Argentine depuis 1 an, et ses réformes et les coûts qui viennent avec. Joyeux Noël de la part de la radio, des auditeurs, de ma part aussi. On a bien hâte de vous retrouver en janvier. Merci Philippe Labrec. Merci, joyeux Noël à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, quel avenir pour la Syrie et la semaine politique québécoise et canadienne? À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Tourtier. Je vous dis à demain sur les ondes de Radio-VM.